Bon vendredi et bienvenue sur Friday Night Sports Machine. Plusieurs sujets encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, nous allons parler du Canadien de Montréal, faire la revue de la semaine. Un rendement encore coup-ci coup-ça qui en laisse plusieurs perplexes. Nous allons recevoir également un dirigeant de la Ligue de développement Midget 3A de baseball avec nous, Patrick Gagnon. Mais en studio, tout d'abord, pour commencer, un ex-hockeyeur professionnel. Il a notamment joué pour les Devils du New Jersey, les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal. Maintenant, il est recyclé en enseignant dans son sport. Il est dirigeant de l'école de hockey Pro D. Avec nous, l'ancien Canadien de Montréal, Pierre Dagenet. Bonjour Pierre. Merci. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien heureux de t'avoir avec nous. Moi, ma première question, évidemment, comment ça va? Parce qu'avec la COVID, c'est compliqué pour tout le monde. Comment arrives-tu à faire quand même ton école de hockey? Moi, je crois que j'essaie toujours d'aller chercher le positif. Je m'ai toujours dit, normalement, j'entraîne mon garçon, j'entraîne un grand groupe de jeunes. Quand les autres sont arrêtés, il faut trouver des solutions pour progresser. Ça veut dire, on a essayé de maximiser les chances possibles de notre côté pour progresser. Oui, c'est ça. Puis la progression fait partie de ton discours parce qu'on a eu des conversations cette semaine. Moi, j'ai bien aimé. On va en parler un petit peu plus loin dans l'émission. On va parler de ton approche dans ton académie de hockey Pro D qui est beaucoup, comme tu le disais, 90% mental pour amener les gens à un meilleur niveau. On va faire ça en 3 temps, mon cher Pierre. On va commencer par ta carrière de joueur. Toi qui as 523 buts professionnels à ton crédit. Après ça, on va parler de ta nouvelle carrière, évidemment, avec l'Académie Pro D. Puis on va terminer avec quelques questions rafales, du sujet d'actualité, puis bien évidemment, le Canadien de Montréal. Donc, 523 buts. Toi, tu me disais en entrevue cette semaine, en pré-entrevue, que ta force, c'est de la mettre dedans. Tu as beaucoup étudié les gardiens de but. Je vais faire un petit résumé. Tu as été repêché 47e en 96 par New Jersey en deuxième ronde, 105e en 98. Ta dernière année junior, 66 buts, 67 passes en seulement 60 matchs. C'est ça pour Rouyn-Noranda. Tu as 2 saisons de 30 buts dans la Ligue américaine de hockey. Tu as joué pour le Canadien de Montréal. Moi, j'aimerais que tu me parles de l'expérience de jouer pour le Canadien de Montréal. Les bons côtés, peut-être les moins bons côtés. Qu'est-ce qui te manque comme joueur actif? Qu'est-ce qui te manque d'être encore un joueur professionnel? Moi, c'est l'adrénaline de performer. Performer tous les soirs, faire la différence. J'ai toujours aimé la passion du hockey, de scorer des buts, ça m'a toujours donné une satisfaction. Les coéquipiers dans la chambre, le hockey c'est 24 heures sur 24, ça fait partie de ta vie. Tu veux gagner. Un coup, t'es pas prêt à sacrifier 24 heures par journée. Ouais, c'est ça. Je vois que la performance elle diminue. Difficile pour un gars d'ici, évidemment, peut-être dans les moins bons moments, d'évoluer pour le Canadien, parce que la critique, parfois, est virulente et constante. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Aujourd'hui, à l'âge de 43 ans versus 22 ans, porter l'uniforme du Canadien, être un jeune, tu crois que tu as de l'expérience. Aujourd'hui, je me dis que c'est la plus belle chose au monde qui peut m'avoir arrivé. Porter l'uniforme du Canadien devant les fans québécois, c'est un privilège. Tu me disais ça cette semaine aussi, que la façon d'aborder le tout, c'est qu'un jeune, spécialement à 22 ans, doit voir ça comme à chaque fois qu'il revêt l'uniforme du Canadien, la plus belle journée de sa vie finalement, parce que, je veux dire, c'est quelque chose, comme dirait Mario Lemieux. Oui, c'est sûr, mais tu n'es pas conscient non plus de tout ce qui est en avant de toi, non plus de la pression. Tu as toujours joué, tu as toujours rêvé, ça reste que c'est une game de performance. C'est une autre dimension je pense, de la vie régulière versus la vie d'un athlète professionnel. C'est pas la même chose pour toi. As-tu la difficulté de passer de joueur, tu es toujours encore reconnu partout où tu passes, je suis bien certain, spécialement 6 pieds 5, mais je veux dire, as-tu la difficulté à revenir à une vie plus normale que de revêtir l'uniforme des Devils ou du Canadien? Oui, il y a eu un gros ajustement, moi, mais franchement, quand tu finis ta carrière, tu cherches des solutions à trouver dans quel domaine tu vas aller. Oui. Bottom line, il faut que tu saches que tu es un athlète, ta passion c'est quoi, je suis bonhomme et la sienne d'être passionné pour redonner aux jeunes la meilleure chance possible d'atteindre leur rêve. Bien justement, on parle de deuxième carrière. Quand tu étais plus jeune, à quel âge tu as déjà commencé à entretenir le rêve de devenir professionnel au hockey? Puis c'était quoi le plan B? Tu pourrais me dire, je voulais faire un plombier, je sais pas, c'était quoi que tu voyais dans tes cartes pour l'avenir? J'ai jamais eu vraiment de plan B. Non? Mon plan, a toujours été de jouer à une nationale. Il n'y a rien de plus fort que la confiance en tant qu'un jeune athlète et un athlète professionnel présentement qui joue dans une nationale. C'est une confiance, mais la confiance, ça se gagne avec les répétitions, avec l'entraînement. J'avais le soutien de mon père, ma mère, à m'entraîner à tous les jours, l'amour, l'attention.
quand tu as ça dans ton environnement, je crois que tout est atteignable. J'aimerais parler de ton dernier séjour professionnel dans la Federal Hockey League, celle que l'on surnomme la Boss League, avec Akwesasne, les Warriors, une ligue selon moi qui devait être très tough. On en a parlé tantôt avant l'émission. En 2011, tu as remporté le championnat de la Ligue avec ton équipe. Puis en 2012, tu as fracassé nombre de records qui tiennent toujours selon moi. 3,2 points par match, 81 buts, 62 passes en 45 matchs. Tu as battu la meilleure saison de tous les temps, qui est la deuxième meilleure récolte, par 25 buts que détenait Tyler Jurich. Pourquoi? Comment tu as fait? Et ça devait être tough en tabarouette dans cette ligue-là. Je veux dire, tu vas être un joueur marqué par les équipes adverses. Je vais répéter les mots qui ont sorti de mon bon ami Mike Ribeiro cet été à mon camp de jour. On est des anciens joueurs de la Ligue nationale. C'est ça. Je pensais que tu me répondrais ça, justement. T'en as vu? Non, mais il y a beaucoup de monde qui pense, qui connaissent la game, qui jouent la game. Ouais. On a joué la Ligue nationale. Ben oui. Il y a beaucoup, c'est tout ce que j'ai à dire. On a joué la Ligue nationale, j'ai scoré contre les meilleurs joueurs au monde, dans une limite de temps d'exécution qui est avant de recevoir la rondelle ou d'une fraction de seconde. Si tu me donnes une seconde ou deux, avec des gardiens qui n'ont pas la... C'est ça. Qui n'ont pas la coche. Et là, la différence. Après ta saison incroyable de 81 buts en 45 matchs, je le répète, as-tu reçu des offres de la LNH? Y a-tu été question d'un retour? Parce que je veux dire, tu n'étais pas vieux non plus. Il y a eu une transition de la Ligue nationale avec les règlements. Ouais. J'étais conscient que le speed n'était pas ma force première. Okay. Puis le jeu avait été changé dans une dimension plus rapide. Okay. Ça veut dire que j'ai dû me diriger plus vers la Russie pour côté monétaire. Donc tu as joué en Russie, tu as joué aussi dans d'autres pays? Oui, j'étais allé en Autriche, où je vois une des plus belles places au monde. J'étais allé en Suisse, aussi à Joie. J'étais allé en Finlande, un court séjour avec ma femme et ma fille Perle, le nouveau-né. Qui était très très dur parce qu'il faisait clair juste 2 heures par jour. Là. Après un mois, je pense que j'ai pensé plus à la famille que... Tu commençais à être blénette? Ben, c'est ça. Circonstance, quand t'es pas heureux hors glace, c'est dur de performer sur glace. Oui, c'est ça. Ça, c'est bien dit. Je suis bien d'accord avec toi. C'est quoi ta plus grande fierté? Tu as eu beaucoup de succès un peu partout, mais quand tu fais une rétrospective de ta carrière de joueur actif, ça serait quoi ta plus grande fierté? Jamais abandonné, croire en ses moyens. Je m'ai fait couper un peu partout. Il y a beaucoup de gens. Le monde du hockey, c'est un monde jaloux. C'est un monde ingrat qu'on donne. Quand tu as du talent puis tu crois en tes moyens, il y a beaucoup de gens qui peuvent te mettre des barrières, mais la seule chose que tu contrôles, c'est toi-même. Ton entraînement, ta passion, ton vouloir, le désir. Puis ça m'a toujours donné des motivations quand les gens avaient des doutes. Oui, puis ça, c'est vrai. Puis c'est la même chose dans les médias. Tu as des gens autour de toi, parfois. C'est un sujet qui revient souvent, la jalousie, l'envie. Puis ces gens-là, si on sait prendre cette énergie-là, ça peut nous motiver à aller plus loin, comme tu dis si bien. Jouer pour les Panthers, jouer pour les Devils, si tu faisais une comparaison avec jouer pour le Canadien de Montréal, évidemment, les médias sont omniprésents ici, mais je veux dire, avais-tu du plaisir quand même à jouer pour les Devils et les Panthers? Il n'y a rien comme porter l'uniforme du Canadien en tant que jeune Québécois. Okay. Ça, c'est la première chose. Les Devils du New Jersey, et la structure un peu prodée Pierre Dagenet pour le restant de mes jours, qui est Lou Lamoriello, que je pense que c'est l'être humain le plus influent que j'ai rencontré dans le milieu du hockey. C'est une de mes questions qui avait beaucoup d'influence sur toi. Ouais. Non, ben, pas juste sur moi, alentour. Tu sais, quand tu es à l'aréna, tout ce qu'il fait, il le fait en groupe, il le fait pour l'être humain de performer. Je crois que c'est... Pousser les gens à être meilleurs. Pousser les gens à être meilleurs, avoir un respect et rentrer dans les cordes vraiment d'équipe. Je crois que tu gagnes en équipe, tu perds individuellement. Je crois que c'est l'équipe qui devient le plus une famille qui remporte la Ligue nationale, la Coupe Stanley. Moi, j'aime ce détail-là que de toute façon, je pense que tu connais ça un petit peu. Moi, je vais t'envoyer une question philosophique. On parle souvent des systèmes de jeu qui ont changé. La Ligue nationale a évolué, je veux pas. Moi, je trouve parfois que la patinoire est peut-être trop petite. Si on regarde un vieux match, tu vas sortir un vieux VHS, tu vas voir des possessions de rondelles, des joueurs gardent la rondelle 5, 6, 7 secondes. Et maintenant, de nos jours, les joueurs sont plus gros, plus rapides, plus forts, et tu as de la misère à compter jusqu'à 3 à chaque possession de rondelle. Est-ce que la patinoire est trop petite? Est-ce qu'on devrait aller vers l'européen? Moi, je dis non. Okay. Je pense que la transition du hockey a changé. Oui. Je pense que le hockey mineur doit faire un grand ajustement.
Oui. Au lieu de ramener tout le monde, Jacques Lemaire en bas, ou Ashmar, nos ailiers, aux oreilles, et tout partir ensemble, je pense que c'est une transition. Il faut reculer la défensive à l'ouest. Il faut avoir des défenseurs mobiles qui transportent la rondelle, puis laisser de l'espace dans la zone du milieu. Je crois que c'est plus une... je pense que la game rendue offensive skill. Il faut que tu utilises tous les aspects nécessaires de la game pour la comprendre. Et tu ne remporteras pas la Coupe Stanley comme avant avec seulement un gardien de but. Tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin de tout le monde qui sont sur la même page, qui ont le même désir. C'est pas facile de gagner. Faut que tu payes le prix. Ouais. Ça, tu m'en as parlé cette semaine, puis j'ai beaucoup apprécié cette remarque-là. Aussi, on va maintenant parler de l'approche de ton académie de hockey, Pro D, selon tes initiales, qui vient de Pierre Dagenet. Toi, tu comptes beaucoup sur l'environnement épanouissant, l'aspect positif. Tu me dis que c'est 90% mental et tu veux que les gens grandissent comme personne et pas seulement comme joueurs. Tu es l'entraîneur de ton jeune fils Maddox, qui va sûrement écouter papa aujourd'hui, qu'on salue, qui n'a que 13 ans, je crois. Oui, ouais. Ben, si on parlait de Maddox, c'est quoi ses forces? Il joue à quelle position? Il joue ailier gauche. Maddox essaie de faire un joueur plus complet que moi. Je pense que c'est sûr que son lancer à son âge est foudroyant. Mais c'est plus ce que j'essaie de faire avec Maddox versus c'est devenir un professionnel à un plus jeune âge possible. Quand tu comprends pourquoi que tu le fais, pour quelle raison que tu le fais, et c'est facile de tricher. En tant qu'athlète, en tant qu'athlète ou humain, quand ça s'en vient dur, on est porté à tricher. C'est ce bout-là que si tu fais l'effort nécessaire, et c'est une constance. Tu sais, moi, j'ai souvent des parents qui m'appellent et m'ont dit « Hey, tu veux t'entraîner mon gars une semaine pour que je sois prêt pour le camp? » T'es complètement à côté de la traque, tu comprends-tu? C'est une constance. Moi, je vise toujours 1 an en 4 ans. Tous les 3 mois, il faut que tu sois une progression de ton athlète. Je pense que c'est une constance, mais c'est tout dans une bonne atmosphère positive. L'amour, l'attention. L'amour, l'attention. J'appelle mon père tous les jours de ma vie, moi, pour lui dire que je l'aime parce qu'il m'a donné de l'amour, de l'attention. Il y a beaucoup de parents qui sont jaloux, mais ne sont pas prêts à faire ces sacrifices-là. Ben justement, on parlait toi et moi, des parents jaloux. Il y en a beaucoup plus qu'on peut le croire. Et ça vient parfois nuire. Hein? Je ne pas. Je suis pas là pour critiquer les gens sur la jalousie d'un enfant de 11 ans. Je trouve que c'est pas nécessaire de mettre le parent versus l'enfant. Moi, ce que j'ai à dire, c'est facile de critiquer. Mais regarde-toi au début, voir si tu fais les efforts nécessaires avec ton enfant, les sacrifices avant de les critiquer. De comprendre que pour accéder à un autre niveau, parfois les embûches te poussent. Faut que tu pratiques, faut que tu sois constant. De la progression, de la motivation. C'est dur, là. Je peux comprendre que c'est très, très dur pour les parents de travailler avec 2 jobs, d'aller à la patinoire, d'attendre dans le parking, de s'entraîner la fin de semaine. Il y a plusieurs choses qui sont plus faciles à faire que ça en tant que parent, mais c'est des choix que moi j'ai pris. Puis j'ai encore beaucoup d'enfants avec ça, que je pense qu'ils vivent. Un enfant qui est bon et qui est beau est heureux. C'est ça que je me dis. J'aime ton côté humain, c'est ce qui m'a marqué aussi dans ton approche quand tu me parlais cette semaine de ton académie de hockey. Donc, je pense que je peux avancer l'idée, tu as autant de satisfaction pratiquement à être un enseignant dans ton sport, avoir beaucoup d'influence positive sur des jeunes personnes, bientôt des jeunes hommes, que d'être un joueur actif. Je veux dire, tu as trouvé ta voie encore là. Et plus parce que la maturité puis l'expérience que je connais aujourd'hui, je peux te dire que avoir cette expérience-là avec le talent que j'avais, on a eu énormément de plaisir. As-tu des regrets? J'ai pas de regrets, parce que si tu veux avec les regrets, tu vas toujours avoir cette conscience-là. On grandit, on avance à tous les jours, je progresse moi-même. Comme les athlètes, j'apprends tous les jours. Je suis prêt à travailler sur moi-même, mais l'important, c'est de regarder en avant, puis tout est atteignable. Il n'y a rien d'inatteignable si tu le veux. C'est entre tes mains. Il n'y a pas personne. J'ai toujours c'est ce que tu enseignes. Si tu le veux vraiment, tu vas y arriver. Il n'y a personne qui va te donner de chance ou de passe-droit rendu dans l'élite. Et toi, tu amènes les joueurs de hockey mineur, justement, à accéder au niveau supérieur, spécialement, comme tu le dis si bien, avec du 90% mental et 50% de la part de la job aux parents. Si le mental est là, tu vas faire l'effort à 100%. Ça veut dire, puis la part du parent, moi je vais toujours dire, avant 14 ans, si le parent n'est pas impliqué à 50%, ça va être dur d'être élite, c'est juste ça. C'est ça, parce que c'est la base. Maintenant, on va y aller avec quelques questions rafales, peut-être des réponses un peu plus courtes. On va explorer un peu, c'est quoi la différence majeure entre le hockey d'aujourd'hui et le hockey, disons, d'il y a 20-25 ans?
C'est sûr l'accrochage, la vitesse, qui est un point majeur, protection de rondelle avant. C'est les 2 points vraiment là, que tu peux pas. Tu sais, je voyais des vidéos contre Mario Lemieux qui avait 2-3 gars accrochés. Ton joueur favori de tous les temps. C'était mon idole. Tu sais, à cette heure, jusqu'à quel point il avait produit. Oui. Ouf, ça aurait été fou. Quelles sont les 2-3 qualités obligatoires pour être un joueur de la LNH? Aujourd'hui, ouais. C'est sûr qu'il faut tes pieds ne doivent pas paraître lents. OK. J'ai pas dit que tu es obligé d'avoir les pieds vite. Il y a 4 points dans mon livre à moi. OK. OK. Protection de rondelle, est-ce que c'est facile d'enlever la rondelle ou pas? Avec le jeu d'aujourd'hui, on est rappelle, si tu vois le 3 contre 3, les gars, c'est les garder la protection de rondelle. Prise de décision, qui est beaucoup négligée au hockey mineur. Prise de décision, c'est de lever ta tête. C'est le hockey sense. Puis exécution. Ouais. Est-ce que tu es capable de faire l'exécution? Je pense que ces 4 points-là, tu vas devenir un joueur élite. Je ne suis pas un joueur de hockey, mais je vais le retenir, mon cher Pierre. Pierre, cette semaine, tu m'as dit qu'il n'y a pas de marqueur au Québec, malgré l'influence de l'histoire. On peut reculer de Maurice Richard, Guy Lafleur, Mike Bossy, Stéphane Richer. Pourquoi il n'y a pas de marqueur au Québec? Qu'est-ce qui se passe? C'est dur de s'enseigner. Enseigner avec marqueur naturel. Comme toi. Je peux le dire. Je suis fier de le dire. Ouais. En fusillade. Je suis fier de le dire parce que c'est la pratique. Tu sais, c'est 500 pas lancés par jour, ça revenu souvent, puis quand tu es confiant de mettre la rondelle dans un trou, et comme que j'ai dit auparavant, c'est pas vraiment le lancer qui bat le gardien. C'est la précision? Non, c'est ce que tous les gens croient. C'est tout ce que tu fais avant de lancer. Où est-ce qu'il est le gardien? Quel angle que ta rondelle allait? Je le prends-tu par surprise? Je le prends sans son mouvement? Si je m'en viens face à lui, si je m'en viens face à lui, c'est plus facile. Si je m'en viens littéral à lui, il va bouger, tout va ouvrir. C'est tout un aspect. Après ça, c'est de la répétition. C'est comparable un peu à la confrontation entre un bon lanceur et un bon frappeur. C'est quoi qui s'en vient? Tu t'attends une curve, puis elle rentre à 95 000 à l'heure, disons. Pierre, tu te retrouves entraîneur-chef demain matin là, dans une équipe professionnelle, que ce soit la Ligue nationale ou peu importe. Quel système de jeu serait celui de Pierre Dagenet? Certains diraient offensif, mais moi je suis pas sûr. Je pense que ça serait plus conscient sur 200 pieds. Ça serait quoi ta réponse? Ton style de jeu à toi que tu voudrais que tes joueurs emploient? Tout dépend de la formation que tu as. Mais premièrement, ce qui est le plus important, c'est que chaque joueur dans une équipe doit avoir un rôle spécifique pour faire partie du casse-tête. S'il y a 2-3 joueurs qui ne connaissent pas son rôle ou qui n'ont pas l'apport de faire partie de l'équipe, ça va diminuer la solidité. Ça veut dire que chaque personne qui a un rôle prédéterminé qui est important, s'il y en a que juste 5-6 minutes, mais c'est le premier gars qui va en piquer, parce que c'est un gros bonhomme, et bien, il va faire partie du casse-tête des playoffs. C'est que la chimie de l'équipe, l'esprit de l'équipe, c'est de monde tirer tout en même place pour gagner. Comme que je peux voir la dernière game du Canadien, perdre 4-1 contre Calgary, que là, il tombe à 3 points versus 2 points. Je suis pas sûr, dans le temps de Chris Nyland, si ça n'aurait pas brassé les 5 dernières minutes de la game. C'est ça. Envoyer un message. À tes coéquipiers, et non aux fans. Puis là, c'est ça, ils se font frapper, puis il n'y a pas de réplique. C'est pas question de bataille, c'est pas question... Le jeu physique. C'est question de jeu physique, c'est question de do or die pour ce soir. C'est un message que il te reste une journée et demie à te préparer pour ce match-là. Ouais, c'est ça. Focus. Ton joueur favori, tu as écouté la cassette très souvent, c'est Mario Lemieux, tu me disais. C'est qui, selon toi, le meilleur gardien que tu as affronté et le meilleur gardien peut-être des 25-30 dernières années, tu dirais? Sans vouloir oublier personne. Non, je sais pas, tu sais, on regarde toujours, moi j'ai côtoyé Martin Brodeur, qui a l'amour de son sport. Ouais. Il était plaisant à jouer au hockey, tout, tu sais, qui amène un aspect. Genre, tu sais, Patrick Roy, que moi, avec les anciens Canadiens, qui a donné une confiance, il n'y a pas tout le monde sur la planète qui peut dire scorez-moi un goal puis on va gagner. Tu sais, ça s'appelle, c'est une confiance qui dégageait. Moi, j'avais eu Roberto Luongo, que j'ai scoré assez souvent, mais qui était vraiment un gros bonhomme avec des grosses pattes, un bon joueur de hockey, tu sais. Fait que j'ai côtoyé beaucoup de bons gardiens, mais mon préféré, que j'ai aimé jouer avec, c'est José Théodore. Tu sais, c'est mon ami, c'est un être qui m'a senti bien à l'aise, qui m'a ouvert des portes,
puis qui a pris soin de moi dans l'organisation du Canadien, ça, je peux pas oublier ça. Moi, je l'ai bien aimé. Il y a 2 gardiens seulement qui ont remporté le trophée Hart dans les 25 dernières années, dont José et Carey Price. Et il n'y a pas d'autres gardiens de d'autres formations. Marquer un but important, exemple en fusillade, être ovationné par la foule bruyante du Centre Bell, comme dirait Mario Lemieux, ça doit être quelque chose. Hein? Quand tu as 25 ans, puis tu vis ça, là, tu reviens chez vous le soir, tu as de la misère à dormir. Ben, pas de la misère à dormir, c'est que justement en considération que les gens ne voient pas ça, c'est que moi, j'étais pas un joueur établi, puis qui était constant, c'est que je jouais 7-8 minutes, puis j'ai même un record, je pense que j'ai joué 38 secondes, puis je suis allé en shootout une game. Puis tes affaires là. C'est la pression de me dire, si j'en mets pas dedans, j'y retourne dessus. Ouais. Ben, tu carbures à la pression, donc. Ben, dans ces moments-là, oui, j'aime ça. Moi, je filais pas la pression, parce que j'avais confiance en mes moyens de scorer le but. Oui. Et parlant de Mario Lemieux, à son dernier match, lors de sa première retraite, et je crois que c'est au vieux forum, il avait compté 4 buts en 3e période. Tu te rappelles de ça, hein? Écoute. On parle d'un monsieur. Non, mon père, comme que je suis revenu tout à l'heure avec Mike ou de Mario, ou des gens au Québec, ou des entraîneurs au Québec, ou des associations mineures au Québec, j'ai rien. Oui, tout le monde peut connaître les noms des joueurs, les positions, les systèmes de jeu et tout. On parle de compréhension de la game, de voir la game dans un autre niveau. Je veux suis pas ici pour dire que les gens ne connaissent pas le hockey. C'est pas ça que je veux dire pendant tout. Il faut faire attention. Non, je comprends très bien. Tu comprends-tu? Oui. C'est qu'on parle du 0,003% qui joue dans la Ligue nationale. Oui. Le 0,003%. Des gens qui... Puis lui, tu parles de Mario Lemieux. Wow. On parle... Même moi, je vois pas la game comme que lui, elle voyait. Là. C'est ça. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais... Non, c'est fou. Quelques questions rapides. Le temps nous bouscule, mon cher Pierre. As-tu des blessures qui te suivent de ta carrière de joueur actif, là? Ouais, j'ai mon choix cassé à 2 places avec des plaques. J'ai une opération à l'épaule avec des vis, des tapes. J'ai des vis dans le poignet. J'ai pas mal de points de suture avec des dents. Mais t'arrives quand même à faire, ton académie. Est-ce que tu souffres? Non, j'ai eu des bons docteurs. J'ai eu bons docteurs. On va passer maintenant à l'actualité rapidement, en une phrase ou deux. C'est quoi ton évaluation du CH cette année? Est-ce que tu vois l'équipe comme un autobus rempli de passagers ou une équipe avec un potentiel pour les séries? Je trouve qu'on a pris le dernier virage qu'on a pris, je pense qu'il est allé à l'encontre du plan de match. On était supposé être rapide déjà. Que là, un dernier virage, on a essayé d'aller chercher, j'adore Corey Perry, moi te le dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de Corey Perry dans les... On regarde après les coups de sifflet, les joueurs sont piqués dans des mêlées. Je peux voir les guerriers, les vrais qui sont prêts à la guerre. J'aime ce que tu dis. Là, jusqu'à la fin de la saison, on a besoin de ces joueurs-là. Mais, je sais plus sur quelle direction qu'on a, on se croise les doigts. Les gens peuvent critiquer, je crois que le Canadien va aller aussi loin que Carey Price va aller. La bonne vieille rengaine. Ton plus beau moment dans le hockey professionnel, es-tu capable d'en nommer un comme ça qui te vient à la tête? Tu te dis c'est tel moment? C'est mon premier but avec les Canadiens de Montréal. C'est le fun ça. En parlant de premier but, tu es né le 4 mars 78. Le 4 mars 78, sais-tu qu'est-ce que le Canadien a fait? Non. Ils recevaient les Flyers et les ont battus 7-1. Fait que c'était une journée chanceuse pour toi à ta naissance. Est-ce que tu crois que Suzuki, qui est invisible par moments, souffre du sophomore jinx? Tout un joueur de hockey. Oui, complet. Deuxième année dans la Ligue. Premièrement, qui a eu énormément de glace. 20 ans seulement. 20 ans. On tombe dans une autre étape versus le calendrier présentement. La Ligue nationale est 24 heures sur 24. Les gens ne comprennent pas que le morning skate, tu prends l'avion, tu arrives à l'aéroport, bang, tu arrives à l'hôtel, c'est des meetings, tu recommences le lendemain. Tu sais, c'est avec l'énergie, si c'est pas bien dosé, et c'est tout un joueur là. Le hockey sent ce qu'il y a. Là, surtout avec un calendrier condensé comme ça, c'est vraiment pas facile. En terminant, j'aimerais qu'on parle, j'ai un petit cadeau pour toi, justement. Et j'ai trouvé ça hier pour toi. Étant donné que Mario Lemieux, c'est ton meilleur, tu pourrais regarder ça avec ton fils Maddox. C'est 100 ans d'histoire de la Coupe Stanley. On parle de Mario Lemieux là-dedans, là, tout y est. Je veux dire,
des Flyers des années 70, des années 50. Je te le donne. Une belle encyclopédie, tu vas l'apprécier, je suis sûr. Pour ton petit garçon aussi. J'aimerais qu'on parle en bon français, on va plugger l'académie. Si les gens écoutent ça, ils sont intéressés à te rencontrer. Tu as sûrement un site web pour Pro D. Facebook, Académie de hockey Pro D. Okay. On a un camp de jour cet été. Qui commence, tu sais pas encore? Non, juillet. Oui. Fin juin, début juillet. Okay. On a 6 semaines de camp. Si tu veux devenir un élite puis performer, aller où que ça fait mal, où que les autres, tu vas voir votre fille. Mais où que les autres, non, mais tu vas finir un tour premier dans ton camp d'entraînement si tu te présentes. Bon, ça, c'est bien, ça. Je te remercie de ta présence. Très belle carrière. Et moi, je dois te dire, j'en rencontre des gens de tous les milieux, mais toi, tu étais un joueur que j'appréciais beaucoup, justement pour tes skills offensifs. Et on va se reprendre, on va faire une entrevue à un moment donné encore plus complète, on sera moins bousculé par le temps. Je te souhaite longue vie avec Pro D et j'aime beaucoup ton côté humain, Pierre. Merci d'avoir été des nôtres. Yes, sir. On se rejoint. Maintenant, nous allons parler, c'est à toi, mon cher Pierre. Ah, merci. Nous allons parler avec un dirigeant. Il est gérant général dans la Ligue de développement Midget 3A. Il dirige les As de la Chine. Il s'appelle Patrick Gagnon. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sylvie. Ça va bien? Il est un petit peu plus petit. Ouais. Patrick, on va parler un petit peu de ton parcours. Là, depuis 2 ans, tu es en fonction. Une vieille expression à la Serge Savard. Tu es gérant général des As de la Chine et ça te permet de suivre ton fils. On va parler un petit peu de la Ligue pour commencer, tiens. Il y a combien d'équipes et cette Ligue-là existe depuis combien de temps? Parce qu'il y a plusieurs gros noms qui sont passés par la Ligue de développement Midget 3A. Oui, je dirais même que la plupart vont passer par le Midget 3A. On est 11 équipes sur 9 régions. Oui. Ça existe depuis déjà 1987. OK. Avant ça, les joueurs étaient obligés de jouer là, dans le 2A ou s'en aller directement pour le junior. C'est pour ça qu'ils ont parti le Midget 3A pour pouvoir faire l'entre-deux entre le junior et le Midget. Si on parlait de certains noms qui sont passés, il y a le dirigeant de la Ligue, Denis Boucher, qui a joué pour Cleveland, les Expos et Blue Jays, mais il y aurait sûrement d'autres noms qui sont passés par le Midget 3A. Éric Gagnon a passé par là, oui. Même plus récemment, Abraham Taureau a passé par le 3A. Okay. Le 3A est presque un chemin obligatoire là, oui. Pour aller plus loin, pour se rendre surtout dans la MLB. Et toi, tout comme Pierre, notre invité précédent, ça te donne la chance de suivre ton fils qui a 17 ans, je crois. Oui, effectivement, Mathis Gagnon, qui est rendu avec l'ABC depuis déjà 2 ans. Mathis qui va te regarder ce soir. Oui, effectivement. Tu joues à quelle position? Lui, il est receveur. OK. Il a fait également là, une demi-saison avec le Midget 3A, avant que j'en devienne gérant général. Alors, non, je le suis le plus possible, mais je donne beaucoup de temps aussi à d'autres équipes. Alors, on essaie de faire un entre-deux. Ben justement, moi, j'aime ton dévouement parce que, étant donné la crise du COVID l'an dernier, tu as remis ton salaire. Oui, mais en même temps, j'avais moins de choses à faire là, en tant que gérant. Okay. Alors, je trouvais pas... je me sentais pas là... Oui, je comprends. Je sais pas comment dire ça. Là, ben, tu te sentais pas, je veux dire, correct de récolter tout après avoir peut-être... De toute façon, je travaille pour une association qui ont beaucoup aidé Mathis là, tout le long là, de son temps que jouait à la Chine. Alors pour moi, de redonner ce temps-là, ça me fait un plaisir incroyable. Ah ben c'est le fun ça. Ta définition, Patrick, de ligue de développement? C'est autant sur le côté humain que joueur. Nous autres, la principale chose qu'on veut faire, c'est de faire un homme avec le joueur qui s'en vient. OK. Ce qu'on veut, on veut pas des cogneurs de circuit. On sait que la MLB c'est un pourcentage assez restreint. Fait que ce qu'on veut, c'est que le gars puisse évoluer là, dans sa vie de tous les jours là, après son baseball. OK. Dans tes fonctions, la journée d'un gérant général typique, là, quand tu as beaucoup de choses à voir, comme là, il va y avoir un début de saison. Oui, on commence bientôt. Si tout va bien, le 22 mai. Quelles sont tes fonctions un peu plus précisément? Là? Moi, dans le fond, c'est de m'assurer, là, présentement, on va commencer le camp d'entraînement, de m'assurer que tous les joueurs arrivent, toutes les invitations ont été données. Ensuite, ça va être là, cette année, encore là, on n'aura pas d'autobus, pas d'hôtel. Mais non, s'assurer surtout là, que tous les jeunes là, qui viennent se sentent bien dans l'équipe, se sentent appréciés par le staff de coach.
puis en même temps, faire le lien entre le staff de coach et les parents. Ouais. Mais toi, ton implication vient beaucoup du fait que ton fils évolue au baseball, parce que toi, tu as peu joué, même si tu es un grand partisan, notamment des expos. Je veux dire, je pense que c'est ça ta motivation première, c'est redonner aux jeunes également. Oui, parce que je viens du domaine du basketball. OK. Fait que le baseball était très loin dans mes pensées. Là, avant. Mais ça, tu m'avais pas dit ça, par exemple. Je veux dire, tu as joué au basketball à quel niveau? Non. C'est ton sport favori? À l'école, je joue à l'école au basketball là, pendant une bonne dizaine d'années. OK. Fait que je viens de là. Non, avant que mes enfants décident de jouer au baseball, là, c'était pas dans mes priorités. Mais aujourd'hui, là, tout mon temps est au baseball maintenant. Là. Pourquoi plus le baseball et le basket, à ce que je constate, que le hockey? Le basket, c'est la vitesse du jeu que j'adore. Okay. Les jeux le hockey, c'est vite. Ouais, mais non, c'est pas de la même façon, malheureusement. Okay. Faut vraiment là, connaître le jeu là, pour pouvoir l'apprécier, le basketball. On sait qu'ici au Québec, là, c'est pas un des top sports. Là. Mais ça va s'en venir bientôt. Là. Il y a une équipe qui va se présenter l'année prochaine, là, une équipe professionnelle. Ça va être à voir. Donc, tu suis le baseball. Quels sont tes joueurs favoris et tes équipes favorites, à part nos défunts expos? Est-ce que tu aimes les Nationals, exemple? Oui, non. Oui, non? Non. T'es pas sûr? Non, je ne suis pas du Nationals. Ouais. Non, j'ai pas d'équipe vraiment. Ce que j'aime, c'est voir les jeunes talents se développer. Comme le présentement, on voit Abraham Taureau qui était rappelé cette semaine. Qui est passé par ta ligue. Qui est passé également par le 3A. Tout un joueur. Qui a passé également par l'ABC, comme ce que Mathis joue présentement. Voir Guerrero qui propulse les balles là, à fond là, depuis le début de la saison, c'est incroyable de le voir aller. On appelle ça un canon. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ce que j'aime, c'est vraiment le développement du joueur, les joueurs qui essaient de tout faire pour atteindre leur but. Ouais. J'aime mieux voir ça que voir des gars réguliers qui pensent que maintenant tout est réglé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu apprécies le plus du baseball? Parce que moi, je vais te faire une parenthèse. J'ai toujours dit que ce qui était merveilleux au baseball, chacun, selon ses capacités physiques, retrouve sa position qui correspond à ce qu'il peut apporter. Exemple, le joueur a un bon coup de bâton, mais il n'est pas rapide, on l'a au premier but. L'autre, il a un bon bras, il s'en va jouer au champ droit. L'autre est, comme moi, un receveur. Moi, j'aime être dans l'action avec le lanceur, parler à l'arbitre. Toi, c'est quoi que tu aimes le plus du baseball? Moi, c'est vraiment le côté, je trouve, qui est plus festif du baseball que du hockey. Tu aimes les matchs de 4 heures? Oui, j'aime les matchs de 4 heures. On s'en reconnaît là-dessus. Non, j'aime ça. Puis de toute façon, pour avoir vécu les deux, parce que Mathis était gardien de but au hockey également les dernières années, je trouve que tout ce qui est entour, que ce soit les parents, comme on parlait avec M. Dagenet tantôt, les parents au baseball sont vraiment festifs, sont pas sur la même longueur d'onde, la même énergie. Moins de testostérone, c'est ça. Moins de testostérone au baseball. Moins de chialeux. Ouais, pas mal. C'est vrai que l'atmosphère d'un bon match de baseball comme au stade olympique, hein, ça nous manque. Je veux dire, on va là relaxer, même s'il y a de l'action. Puis là, le match se rend à 12e manche. On est nostalgique. Peut-être parce qu'on est vieux. Ouais, peut-être. Patrick, on va parler un petit peu des expos. Moi, avant de parler justement du retour possible des expos, est-ce que tu crois plus au retour des Nordiques ou des expos? Même si les Nordiques sont moins dans l'actualité. Non, je pense que les expos ont plus de chance. Les étoiles s'enlignent pas mal là, ces temps-ci avec les annonces qu'on a eues récemment. Tu crois au projet? Ce que je crois au projet, peut-être moins. C'est pas de la poudre aux yeux seulement? Non, je pense que ça va se faire. Ce qui m'inquiète plus, c'est plus la rentabilité en moyen et long terme de la chose. Mais je pense que M. Brofman a les reins assez solides là, pour te faire un bon bout. Tu es d'accord avec le partenariat avec les Rays? Ça, un petit peu moins. Ça, un petit peu moins. J'aimerais mieux avoir l'équipe là à temps plein. Malheureusement, s'il faut que ça passe par là, on va prendre ça. C'est mieux ça que rien. En terminant, nomme-moi 2 ou 3 joueurs qui t'ont marqué de l'histoire des Expos ou peut-être de d'autres équipes qui sont toujours restés dans ta mémoire. Tu as présentement le chandail de Steve Rogers. Oui, mais c'est sûr que un gars comme Gary Carter qui nous a quittés malheureusement. Mais ça va toujours rester dans la mémoire de tous les fans des Expos. Guerrero père. On le voit là en regardant jouer le fils. Meilleur joueur de l'histoire des Expos, le plus complet en tout cas. Hein? Vladimir, c'était quelque chose. C'est-tu le Monticule, Pedro, Dennis Martinez.
C'est tous des beaux souvenirs là, qu'on ne peut pas oublier. Espérons qu'on aura d'autres souvenirs. Maintenant, pour les gens qui veulent consulter ce qui se passe dans la Ligue de développement Midget 3A de baseball, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Il y a sûrement un site web. Oui, affirmatif. Il y a le site web du développement Midget 3 Oui. direct. Sinon, toutes les équipes ont aussi une page Facebook. Là, vous pouvez suivre les camps d'entraînement, toutes les informations. Et il y a ta page Facebook personnelle aussi. Moi, c'est comme ça que je t'ai rejoint. Affirmatif. Tu as fait une très belle entrevue. Au début, tu n'étais pas trop sûr, mais regarde, tu connais ton baseball, c'est bien intéressant. On va saluer ton fils Mathis, on va lui souhaiter une belle saison, qui va sûrement te regarder ce soir. Patrick, merci. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on va se revoir. Au courant de la saison, tu pourras venir faire ton tour. Tu fais partie de Friday Night Sports Machine dorénavant. Je trouve bien sympathique. Et je vous souhaite longue vie à votre ligue de développement en Midget 3A au baseball. Merci Patrick de ta présence. Très gentil. Bonne soirée, merci beaucoup. On se reparle. Bye bye. Maintenant, nous allons faire la revue du Canadien de Montréal. Une autre semaine qui nous laisse sur une drôle d'impression. Plusieurs des partisans du Canadien demeurent sceptiques. Lundi contre Toronto à Montréal, on a pris les devants rapidement 1-0, 1 minute 17. Tomáš Tatar qui s'est affiché comme un leader avant le match en point de presse. Moi, j'ai bien apprécié. Il en marquera 2 dans ce match. Une belle victoire de 4-2. On s'est bien repris du match sans émotion de samedi perdu contre les Jets 5-0. Maintenant, mercredi contre Calgary, la mission était d'achever l'ennemi qui est en 5e position. Évidemment, ça faisait partie du discours et de la préparation de Dominique Ducharme pour ses joueurs, c'est bien évident. Calgary était fatigué, supposé, puisque la veille, ils avaient battu Toronto 4-3. Mais 2 mauvais buts. C'est-à-dire en début de première période, en début de deuxième période, ont carrément coulé le Canadien. L'attaque qui ne génère à peu près rien, c'est Kulak qui a marqué le seul but, ça veut tout dire. Faudra faire mieux ce soir. Le match est à 18h. Nous enregistrons à 15h. Vous allez voir l'émission dès 19h, donc le match sera déjà commencé. Attention aux Flames. Ils semblent très motivés, ils sont bien dirigés. Si on continue à perdre contre les Flames et qu'il advienne, disons, un bris d'égalité, puisque les équipes finissent égales, eh bien, on sera foutu. C'est 4 victoires en 5 matchs pour les Flames contre le Canadien, qui ont le numéro du CH. Et on remarque que le Canadien joue sans âme et sans passion depuis un certain temps. Là, ça fait 2 matchs sur 3 qui sont invisibles. C'était le 40e match du Canadien cette semaine, mercredi. 18 victoires, on en a perdu 22 et plusieurs joueurs semblent confortables. On en parlait tantôt avec Pierre Dagenet. Est-ce que c'est un autobus rempli de passagers? On a bien hâte de voir les séries éliminatoires, qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai retenu un commentaire qui va vous surprendre de Paul Arcan cette semaine au 98.5 qui parlait du match de mercredi contre les Flames. Il a dit tout simplement, ils ont joué comme des poches. On ne peut être plus précis. Le rendement décousu du CH maintenant soulève plusieurs questions. Cette semaine, sur les ondes du AM 690 TSN Radio, Tony Marinero, il est allé d'une de ses montées de lait légendaires, mais il a raison. Il dit que plusieurs joueurs du Canadien prétendent, ils sont des prétendants, ils prétendent travailler. Et je peux vous dire que sur les tribunes téléphoniques, pour ceux qui les écoutent, il y a beaucoup de critiques, les gens commencent à en avoir ras-le-bol de voir une équipe si amorphe. Et il y a plusieurs questions maintenant qui sont apportées suite à tout ça. Dominique Ducharme, peut-être que ses réponses sont toujours réfléchies, systématiques, peu d'émotion. Est-ce que le message passe? On voit qu'il marche un petit peu sur des œufs. C'est pas facile d'être un coach recru, spécialement à Montréal, et d'hériter d'une équipe comme ça en plein milieu de saison. Attention aux Flames, ils jouent avec confiance, je vous le répète. Maintenant, un mot sur Jonathan Drouin. Il doit produire. Je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas un joueur qui joue sur 200 pieds. Son niveau de compétition doit être relevé. Mais c'est son rendement qui fait jaser de façon générale, overall, comme on dit en anglais. 3 buts en 58 matchs. Son dernier but, il y avait de la neige. Donc, le retour aussi ce soir de Ben Chariot viendra stabiliser la défensive du Canadien. Ça va aider Weber, qui ne semble plus être le même joueur depuis un certain temps. Et il y a maintenant Cole Caulfield qu'on amène avec le Canadien pour lui faire goûter à la LNH. Il sera dans l'entourage du Canadien. Il va jouer probablement seulement s'il y a un blessé, parce qu'aussi il y a des restrictions monétaires avec le plafond salarial. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on brûle ce jeune joueur comme on l'a fait parce qu'on a trop d'attentes. On l'a fait dans le passé avec plusieurs joueurs. Maintenant, je vais vous parler des acquisitions des 2 défenseurs du Canadien. On aura compris ici que c'est une protection. Eric Gustafsson, 60 points, 17 buts il y a 2 ans. Et John Merrill à Détroit, qui jouait quand même 20 minutes en moyenne par match, presque. 19 minutes 46 secondes. Ce sont 2 défenseurs gauchers.
qui viennent apporter, comme je vous le dis, une certaine stabilité. On veut solidifier la troisième paire de défenseurs, surtout avec l'absence de Ben Chariot qui revient, qui sera peut-être pas à son meilleur. Et pour ceux qui critiquent Marc Bergevin pour la date limite des transactions, qui a été chercher seulement 2 défenseurs, on peut dire numéro 6, il avait quand même bougé avant tout le monde une semaine avant avec Eric Stahl. Et dans le cas d'Eric Stahl, je suis bien content de son acquisition, mais j'ai peur, comme je le soulignais il y a quelque temps, qu'on y va sur la réputation et non pas sur ce qu'il a encore à apporter à l'équipe. Et le côté négatif de la profondeur, c'est que si tout le monde est en santé, qui voudra ne pas jouer? Chez les défenseurs, Weber, Petrie, Romanov, Kulak, on ne peut pas demander à des joueurs comme ça, veux-tu te reposer? Parce que c'est sûr qu'un athlète professionnel est fier et il ne voudra pas être mis de côté dans les estrades sur la passerelle. La période de transaction s'est terminée donc lundi et les grands gagnants, oui, Toronto a été chercher Foligno, très belle acquisition, ça va donner du caractère encore plus. Tampa Bay a été chercher Savard pour compléter la brigade défensive. Mais je pense que les grands gagnants, et ce qui peut faire la différence aussi dans les séries éliminatoires, ce sont les Capitals de Washington qui ont été chercher Anthony Manta, 6 pieds 5, tout comme Pierre, 1 but, 1 passe dès son premier match dans une victoire de 6-1 contre les Flyers. C'est probablement l'élément manquant pour aller battre Tampa Bay si on veut gagner la Coupe Stanley. J'ai bien hâte aussi de voir à long terme Jeff Carter qui se retrouve avec les Penguins de Pittsburgh, lui qui a 390 buts en carrière, une belle brochette de vétérans à Pittsburgh. Sur papier, Pittsburgh, wow, ça fait peur. Certains disent maintenant dans les rumeurs que Taylor Hall a failli se retrouver avec les Leafs. Les Leafs qui ne manquent pas d'attaque, ça aurait été encore là toute une acquisition parce que je pense que Taylor Hall a encore quelque chose à donner. Maintenant, Cole Caulfield, les arguments pour ceux qui le veulent à Montréal sont là. Il a peu joué là-bas, mais il a 2 buts gagnants, 4 points en 2 matchs avec le Rocket de Laval. Mais n'oubliez pas, il n'a que 20 ans. Il faut faire attention. Et le retour de l'année, peut-être dans la LNH, et tant mieux pour lui, malgré les critiques. Et vous me voyez venir, c'est la renaissance d'Alex Galchenyuk. Voir quelqu'un saisir sa 2e, 3e ou 6e chance comme ça, ben, tant mieux. On lui souhaite de la réussite. C'est quand même encore un jeune homme. Maintenant, à travers la Ligue nationale, il y a Max Pacioretty qui a marqué son 20e but, son 300e, 20e de la saison et son 300e en carrière. Au 91-9 cette semaine, soit mardi, Bob Hartley, qui connaît son hockey, a dit que le problème avec Max Pacioretty dans son passage avec le Canadien de Montréal, c'est qu'il était capitaine et c'est pas dans sa nature. Il se retrouve dans la bonne chaise avec Vegas. Maintenant, ça amène 2 questions. Les succès de Max, que diront les partisans ici à Montréal si jamais il remportait la Coupe Stanley? Et moi, j'ai une 2e question. S'il gagne la Coupe Stanley, va-t-il enfin sourire? Austin Matthews, qui devient le premier Américain à marquer 30 buts dans ses 5 premières saisons. Ça, c'est quelque chose. Cette année, 32 buts, et je veux dire, c'est une saison écourtée. Une chance qu'on n'a pas joué 82 matchs, parce qu'il commence à faire peur, ça, Austin Matthews. Et parlant de saison de 30 buts, bientôt un record sera établi par Alex Ovechkin. Il a 22 buts. S'il sera en 30 cette année, ça fera 16 saisons de 30 buts d'affilée. Et là, ça commence à être du but. En terminant, je vais vous parler d'un exploit de softball féminin qui a eu lieu, je crois, c'est dimanche. Un match plus que parfait. On parle de la Ligue NCAA. C'est North Texas. La lanceur, une femme, elle s'appelle Hope Troutwain. Elle a retiré les 21 frappeurs sur 3 prises. Vous avez bien compris. Et c'était un premier départ cette année. Une première fois, justement, pour un 21 en 21. C'est quelque chose dimanche dans cette victoire de 3-0 contre Arkansas. Un premier match vraiment parfait de l'histoire de la NCAA. Elle joue pour le Mean Green de l'Université de North Texas. Elle évoluait justement dans ce match contre les Golden Lions de l'Arkansas. J'ai vu certaines séquences, je peux vous dire quelque chose. La balle, elle rentrait. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray. Bon week-end.